Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on continue de parler d'expérience client puisque je suis aux côtés de Laurent Beretta, conférencier illusionniste, qui est mon invité marketing cette semaine. Bonjour Laurent. Bonjour Barbara, merci de m'inviter. Alors, merci toi aussi d'avoir accepté cette invitation à l'occasion de la sortie de ton livre, La magie derrière l'expérience client, maîtriser l'effet wow aux éditions Duno. Donc, on va parler de cet effet wow, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Oui. Voilà, c'est l'objet de cet épisode. Alors, peut-être pour commencer quand même avant, Laurent, qu'on fasse connaissance. Quand j'ai vu ton titre, il y avait écrit conférencier illusionniste. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quitter? C'est pas commun cette association. Oui, alors on est quelques-uns en France, on est à peu près une dizaine. On a tous des parcours relativement similaires. On a tous fait soit des écoles d'ingénieurs, soit des écoles de commerce. Moi, j'ai fait un MBA en finance et en marketing. Et après, j'ai repris une spécialisation en neuromarketing à l'ESSEC. Et donc, un conférencier illusionniste, ben, écoute, c'est à la base, on adore la magie. Moi, j'en fais depuis que j'ai 11 ans et j'ai commencé en 1984. Donc, j'avais 11 ans. Donc voilà, les plus perspicaces feront les maths dans leur tête pour savoir quel âge j'ai. Et donc, la magie, c'est l'art de diriger l'attention, pas de détourner l'attention, mais on amène l'attention quelque part. L'art de la magie, c'est de créer une expérience singulière pour que les gens se sentent transportés. Et moi, j'ai commencé mon métier de conférencier assez tard, puisque j'ai commencé par l'entrée dans l'événementiel grâce à la magie, donc qui permettait de créer des effets sur mesure. J'ai vécu aux États-Unis pendant 3 ans pour mes études. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des magiciens qui étaient des magiciens corporate, et donc qui mettaient en scène des produits, des messages, qui faisaient apparaître des dirigeants ou qui mettaient en vie, mais qui mettaient en forme l'ADN d'une marque. Et en voyant ça, je me suis dit, mais c'est génial, voilà, je fais un métier, enfin, je peux faire ce métier-là qui est ma passion. Et puisque je suis en études de commerce et de business, allier les deux, c'est possible. Donc, je me suis d'abord Donc, tu as lancé. mergé pro et perso, en fait. Exactement, ouais, ouais. J'ai réussi à faire ça assez rapidement. J'ai eu un discours de marque qui était cohérent parce que j'avais des bases en marketing et en branding de par mes études. Et donc, mettre en scène un produit et une marque ou un service ou même un message, ça m'était relativement simple et pertinent quand j'ai commencé à le faire. Donc, je suis assez rapidement rentré dans le monde du luxe. Dès les années 2002-2003, j'ai commencé à travailler pour Hermès, pour Louis Vuitton, où j'ai créé des effets de magie custom pour des soirées VIP ou des ouvertures ou des réouvertures de magasins un peu dans le monde entier. Et je me suis rendu compte de l'impact qu'avait la magie lors d'une soirée. Et les gens, tu vois, changent d'état émotionnel du tout au tout. La soirée prend une tournure différente. On amène une énergie, on amène une ambiance et donc une expérience parce que la magie crée des émotions fortes. Et Et oui, au fur et à on mesure. y reviendra, mais on va toucher à ce moment-là l'émotionnel, Laurent. Exactement, totalement, ouais. Et je me suis posé la question une dizaine d'années après. J'ai commencé à faire des conférences en 2014-2015, où après, donc voilà, mettre en scène des produits, des services ou des messages. J'ai eu la chance de rencontrer l'organisateur du salon SME qui s'appelle Alain Bosetti, le salon des micro-entreprises, qui m'a vu intervenir sur un grand forum d'entrepreneurs à Lille, au Palais des Congrès de Lille, devant 2000 personnes. Et il m'a dit, ça serait bien que tu mettes bout à bout toutes tes petites scénettes de magie corporate, puisque tu as un message qui est assez intéressant, qui est, voilà, la réalité de chacun, elle est différente. Il y a la réalité qu'on perçoit, il y a la réalité qu'on vit. Et toi, tu arrives à montrer que finalement, pour créer une vraie expérience et emmener les gens et embarquer les gens avec toi, avec ton message, il faut prendre en compte le point de vue de l'autre. Et donc, il m'a demandé de packager ça, lui, pour ses équipes. Et puis après, il m'a dit, bah tiens, tu vois, au salon SME, moi, j'ai pas mal de clients qui ont des entreprises et qui vendent des produits et des services. Est-ce que tu pourrais axer ton discours plus de vente, performance commerciale? Et là, j'ai commencé à construire ma conférence sur de la perception à la performance. Et j'ai fait des recherches, je me dis, bah tiens, la magie, ça fait quoi? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi les gens se sentent bien une fois qu'ils ont vécu un effet de magie? Et en continuant de creuser, bah, je suis arrivé à des études neuroscientifiques que j'ai recoupées avec mon cursus à l'ESSEC en neuromarketing. Et j'ai élaboré un modèle de l'effet waouh. Voilà. Et j'ai réussi à cartographier comment créer de façon plus systématique un effet waouh et qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que certaines entreprises le font malgré elles ou le font de façon beaucoup plus délibérée.
Bon, petit teasing. Merci Laurent. Peut-être que moi aussi, j'ai un peu mergé. Tu vois, j'ai fait plus de 10 ans, 15 ans, même maintenant de marketing, que j'ai mergé avec après mon parcours journalistique qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis une bonne animatrice marketing parce que j'ai cette connaissance, cette expertise métier et cette passion de l'humain, la curiosité, etc. Donc, je me retrouve un peu dans ton parcours. Si on met un peu de contexte, on le sait, on est quand même dans un contexte d'hyper-sollicitation, Oui, infobésité, hyper-communication. Et en même temps, budget contraint, bref. Nous, en tant que marketeurs, on doit redoubler d'efforts pour capter l'attention, susciter exact. l'intérêt. Alors, Oui. les leviers marketing, il y en a plusieurs, hein, personnalisation des messages, création d'événements plus ou moins éphémères, etc. Et justement, toi, tu dis qu'un des secrets, ou en tout cas des leviers, c'est cet effet waouh. Qu'est-ce que tu mets derrière cet effet waouh? Alors, quand j'ai voulu commencer à parler donc d'émotions dans la relation, on m'a demandé un jour d'intervenir pour l'Association française de la relation client. On m'a dit, ça serait bien que tu parles de comment mettre le client au cœur des préoccupations et pourquoi l'émotion est importante justement dans ce qu'on appelle la customer centricity en termes de langage d'expérience client. Donc, avant de prendre la parole, moi, j'aime bien faire des recherches. Donc, j'ai fait des recherches en psychologie cognitive et je me suis dit, l'émotion, finalement, c'est quoi? Pourquoi on peut remporter l'adhésion de quelqu'un? Et qu'est-ce qui fait que l'émotion est importante aujourd'hui dans un mécanisme décisionnel? Donc, j'ai fait des recherches et les recherches ont été assez simples. J'ai trouvé une étude qui a été faite par un neuroscientifique qui s'appelle Carol Izard et qui, lui, a fait une cartographie émotionnelle pour simplifier un peu les émotions humaines. On pense qu'on a énormément d'émotions, plus de 3 ou 4 000, mais en fait, lui, il en cartographie juste une douzaine qui sont extrêmement importantes. Et en regardant sa cartographie, il y a 3 émotions qui sont ressorties comme extrêmement positives et qui avaient un impact, on va dire, relativement supérieur aux autres. Et cette étude de Carol Izard, elle a été refaite 20 ans après par une équipe de neuroscientifiques grecs avec d'autres indicateurs et d'autres marqueurs. Et ils sont arrivés à la même classification. Donc, moi, je me suis dit, bah, tiens, il y a quand même une corrélation qui est intéressante. Ces 3 émotions-là, elles reviennent sur plusieurs études neuroscientifiques et les émotions reviennent dans le même ordre. C'est-à-dire que par rapport à ce que le cerveau plébiscitait en premier, la première émotion qui revient, c'est la joie. Et la joie, c'est pas justement je suis content, je suis heureux. La joie, c'est quand ton cerveau se dit tout va bien, tout est fluide, je ne me pose pas de questions. En gros, je ne fournis pas d'efforts. Pourquoi? Parce que, et là, il y a un livre qui est extraordinaire qui est écrit par Sébastien Boller de Cerveau et Psycho, il est rédacteur en chef, il est neuroscientifique. Il écrit un cerveau, donc le bug, il a écrit un cerveau, il écrit un livre qui s'appelle Le Bug Humain. Je bug d'ailleurs. T'as bugué Le bug aussi, humain, Laurent. exactement, j'ai bugué. Et dans ce livre, il explique que un des premiers buts, ou le premier but du cerveau, c'est un but de survie, c'est de minimiser la dépense énergétique. Et la joie, c'est ça. La joie dans l'expérience client, la joie dans une relation, c'est je lâche du lest, je sens qu'avec la personne qui est en face de moi, ça va être simple. Je ne vais pas avoir à fournir trop d'efforts, je ne vais pas dépenser trop d'énergie et ça parle à l'instinct de survie. Et donc aujourd'hui, dans un monde de sursollicitation, la personne qui va, ou le business, ou le site, ou peu importe l'interface, si je réduis l'attente, si je réduis l'effort client, si je permets à la personne qui est en face de moi de dire tiens, je gagne du temps, je me sens bien, je n'ai pas à fournir d'efforts, tu vas parler à une strate très profonde du cerveau, la première, qui dit tiens, là, je vais pouvoir économiser de l'énergie. Donc, la première émotion à adresser dans l'expérience client, c'est enlever l'effort La client, joie. la joie. Ok. Et je donne un exemple très simple. Amazon, 2 clics, le lendemain, c'est chez toi. Où est l'effort? Extrêmement faible. Et où est la satisfaction? Extrêmement puissante. Google, c'est arrivé un jour devant nos visages. Une fenêtre, une case, je pose une question, j'ai une réponse en 0,2 secondes. Ce qu'on Effort peut dire minimal, avec GPT aussi aujourd'hui, hein. exactement, bah, encore plus. Mais donc la simplicité. Donc ça, c'est la première strate du modèle, c'est la joie, c'est enlever l'effort, c'est minimiser la contrainte, c'est faire en sorte que tout soit simple, perceptible immédiatement, sans contrainte, de la façon la plus abordable possible. Ah, pourquoi on est accro à ces trucs-là depuis un Mm. certain temps? Il n'y a plus de boutons, il y a juste le mouvement d'un pouce et on a accès au monde entier, à toutes les informations qu'on veut, sans trop se poser de questions et sans faire d'efforts cognitifs. Ça, c'est la première. La deuxième, je peux continuer sur le modèle, hein. Je vous donne les 3. On parle de, voilà, Ouais, donne les trois à Laurent. du triptyque de l'effet waouh. Donc, la deuxième émotion qui est extrêmement plébiscitée par le cerveau,
c'est justement l'intérêt que je porte à l'autre. La deuxième, ce qu'on appelle un renforceur primaire, donc qui est aussi adressé par Sébastien Boller dans Le Bug humain, c'est que les êtres humains se sont regroupés en tribus, puis en groupes plus importants, puis après en civilisation, en convergeant vers les mâles et les femelles dominantes, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui avaient un statut social. Les meilleurs chasseurs, les meilleurs leaders, les gens qui arrivaient à réconforter plus rapidement les autres ou à lier les uns et les autres entre eux. Et donc, c'est un phénomène de, si tu veux, d'évolution complètement intrinsèque au cerveau humain, qui est je veux avoir un statut, je veux me sentir valorisé, je veux savoir que j'ai de l'importance et que je suis quelqu'un et que j'ai une valeur aux yeux de l'autre. Donc c'est quoi la deuxième émotion? C'est la c'est l'intérêt. valorisation alors? C'est l'intérêt. L'intérêt. Je m'intéresse à vous. Ok. Donc oui, la conséquence de ça, c'est je vais personnaliser ce que je vous montre par rapport à ma marque, mon produit, mon service, pour vous montrer que je m'intéresse à vous spécifiquement. Donc je vous donne un statut, je vous donne de l'importance. Les réseaux sociaux ont très bien compris le nombre de likes. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on me plébiscite? Est-ce que je suis important par rapport au nombre de likes? Donc pour moi, les réseaux adressent ce renforceur primaire numéro 2 qui est le statut social, on me donne de l'intérêt. Donc oui, personnaliser les interactions, c'est bien, mais montrer aux gens qu'on se souvient d'eux, montrer aux gens qu'on a compris qui ils sont, comment ils fonctionnent, ce qui leur plaît, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et moi, je dis très souvent, un CRM bien rempli, ça sert à ça sert à montrer aux gens qu'on les connaît, qu'on sait où ils en sont avec nous et qu'on a à cœur de satisfaire exactement qui ils sont et comment ils fonctionnent. Et là, j'adresse la strate de l'intérêt, donc la deuxième émotion. Je m'intéresse à vous, je m'intéresse à ce qui se passe en face de moi, je suis absorbé entièrement par vous. Voilà, donc ça c'est la deuxième émotion. Et une fois qu'on a adressé ces deux strates-là, j'enlève l'effort, donc je parle à la survie, ensuite je valorise l'autre. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire en plus qui va apporter quelque chose de différenciant, qui va apporter de la valeur, qui va dépasser les attentes. Et ça vient d'un renforceur primaire qui est ce qu'on appelle la recherche d'information, qui a muté en distraction et nouveauté. C'est une fois qu'on est à l'abri, tiens, qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette expérience que je n'attendais pas? Où est la cerise sur le gâteau? Où est quelque chose qui va me faire encore plus amplifier ce que je ressens, ce que je vis ou ce que j'attends? Alors au début, donc là, on est sur la surprise, là, alors. Et la surprise, c'est la dernière strate. Et on pense que dans l'expérience client, on fait beaucoup de programmes de fidélité où on fait des cadeaux, où on essaie de flatter le client, de lui apporter des choses en plus. Mais si on n'a pas adressé tout ce qui est frictionnel et tout ce qui est statut social, faire de la surprise, ça ne servira à rien parce que les gens, ils n'en ont rien à faire parce qu'ils se sentiront ni rassurés, ni considérés. En gros, un client, il veut trois choses. Il faut lui enlever la peur, il faut lui enlever l'effort. Ensuite, il faut le mettre au cœur du dispositif et lui montrer qu'on a à cœur de le servir lui parce qu'on a compris qui il est. Et après, on apporte de la valeur ajoutée. Oui, donc en fait, l'effet waouh, c'est pas juste je mets des paillettes dans ta vie, Laurent. Non, justement. L'effet waouh, c'est pour moi, j'ai compris que je travaille encore beaucoup pour des marques de luxe. Je fais de la magie, je fais des effets de magie qui sont extrêmement fluides, qui sont extrêmement travaillés, qui sont agréables à regarder. Et donc, on se laisse embarquer parce que tout à coup, tu te dis, ah, mais je me laisse embarquer dans un truc qui m'absorbe et qui ne me demande pas d'effort. Je sens que c'est travaillé, je sens que c'est pur, je sens que c'est sobre, j'y vais, quoi. Voilà, l'UX aujourd'hui, la user experience, la user interface, on se bat pour la fluidité et la simplicité. Ensuite, un effet de magie, pour qu'il soit captivant, il faut qu'il parle aux gens de choses qu'ils connaissent, il faut qu'il parle d'un storytelling, il faut qu'il parle de fondamentaux psychologiques universels qui font que dire, tiens, mais oui, ça me parle de quelque chose que je ressens. Et pour moi, un discours de marque qui est cohérent, il va être cohérent parce que il va parler aux gens d'eux à travers la marque. Et ensuite, il y a un truc en plus que j'attendais pas dans la beauté, dans la valeur ajoutée, dans la valeur perçue. Tu vois, je reprends chaque fois comme exemple Apple. On dit mais pourquoi Apple? Oui, Apple. Beaucoup de gens disent oui, c'est une marque un peu surfaite, c'est très très cher. Mais souvenez-vous, encore une fois, avant ça, on avait des téléphones avec des touches dans tous les sens. Les écrans étaient très petits. Les BlackBerry, il y avait une petite bille pour aller sur un écran minuscule. Et tout à coup, il y a eu ça et on s'est dit mais c'est simple. Je me connecte au monde entier et on a pensé comme moi je le pense pour que ce soit simple pour moi. Et ensuite, il y a tellement de choses que j'attendais pas. Il y a mon téléphone, il y a mes notes, il y a ma musique, il y a Internet.
le dépassement des attentes, il était extraordinaire. Extraordinaire. Il a dépassé, en termes de surprise, ils ont été extrêmement loin. Mais avant, ils ont tout simplifié. Ensuite, ils ont dit, bah tiens, de 7 à 77 ans, comment ça va être pris en main, comment je m'intéresse à l'autre et comment l'autre va percevoir mon produit et les services qui y sont associés. Et maintenant, je vais continuer d'innover et de proposer des choses qui sont de plus en plus intéressantes et de plus en plus, comment dire, innovantes pour continuer à surprendre. Et puis après, il y a eu l'iPad. Et puis un jour, Steve Jobs, il arrive avec une enveloppe sur scène, il sort un ordinateur qui est fin comme 3 feuilles de papier. Et là, on est dans une surprise et dans un surenchérissement, mais qui, encore une fois, facilite la vie des gens. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, Laurent, dans ton livre, c'est souvent on associe l'émotionnel, etc., au bazar. Tu as quelque chose de non Oui, structuré, alors que ton livre, il est hyper structuré. Enfin, tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé la structure du livre. C'est très carré, très structuré. Et de ce c'est que j'entends scientifique. aussi, Oui. quand tu me dis les process, etc., je me dis, OK, donc quand même tout ça, ça se prépare, ça se structure, des process. Enfin, c'est quand même carré derrière. Alors oui, on pense que l'émotion, c'est quelque chose de personnel. On pense que l'émotion, c'est quelque chose dont on ne doit pas parler ou même pas envisager dans le cadre de l'entreprise. Si tu regardes vraiment toutes les études neuroscientifiques, pour moi, il y a 2 faits que je rappelle systématiquement quand je donne des conférences et qui sont dans le bouquin en préambule et même dans les premiers chapitres. C'est que l'émotion, elle a 2 fonctions. Alors, la première, déjà, l'émotion, qu'est-ce que c'est? L'émotion, c'est une condition réflexe qui est donc tout à fait primaire, entre guillemets, mais qui renseigne sur une chose extrêmement simple. Une émotion agréable, elle va te dire mon besoin est satisfait. Une émotion OK. désagréable, elle te dit mon besoin n'est pas satisfait. Il n'y a pas d'émotion négative ou positive, il y a des émotions qui te renseignent sur tes besoins. Ensuite, pourquoi c'est important? Parce que la fonction, on va dire, là je vais parler de biochimie, c'est-à-dire que quand tu ressens une émotion forte et agréable ou forte et désagréable, ça va provoquer la production d'adrénaline. Et l'adrénaline, on s'est rendu compte que c'était un fixateur de la mémoire à long terme. Donc, la conséquence de ça, c'est que si tu veux rappeler quelqu'un à ton bon souvenir, si tu veux qu'un produit, un service ou une expérience rentre dans la mémoire à long terme de quelqu'un et dans sa banque de mémoire pour dire ah tiens oui je me souviens de ça, c'était génial, j'ai vécu un truc cool, c'est forcément que tu vas déclencher des émotions qui vont satisfaire un besoin fondamental. Donc qui vont enlever de la contrainte, qui vont considérer la personne, qui vont la surprendre. Et une fois que tu as, on va dire, impacté la mémoire de quelqu'un avec ses émotions, et grâce aux émotions, et que tu as gravé la mémoire à long terme, la conséquence de ça, c'est que les processus décisionnels, ils sont basés sur ce dont on se souvient. Ça, c'est Antonio Damasio qui expliquait que le corps, une fois qu'il a cette banque de souvenirs, et c'est ce qu'on appelle des marqueurs somatiques, donc qui sont stockés dans la mémoire et qui renseignent le cerveau d'une façon viscérale et corporelle, il est en train de décider. C'est-à-dire que quand je dis oui, non, j'aime, j'aime pas, j'achète, j'achète pas, le cerveau est passé en revue tous les marqueurs somatiques qu'il a, toutes ces, on va dire, ces micro-banques émotionnelles, et ça crée à la fin une pondération qui dit oui, non, j'aime, j'aime pas, j'achète, j'achète pas, je reviens pas. Donc Ou toute je sais pas, qu'est-ce décision. qui se passe quand je sais pas? C'est qu'il y a trop de dossiers. Enfin, il y a 2 signaux, en fait, quand Alors, tu sais pas, que quand, tu hésites. quand tu sais pas, c'est que pour moi, il y a plus d'émotions désagréables qu'agréables. Et si tout est agréable, tu dis bah OK. oui, ça satisfait ce besoin-là, ça me rend la vie facile. La personne a compris qui j'étais, comment je fonctionnais, et en plus je m'attendais pas à ça. La décision, c'est bah j'y vais quoi, parce que j'ai envie de ressentir le maximum de choses positives et agréables qui satisfont mes besoins fondamentaux. C'est OK, tout. OK. OK, très clair. Laurent, si, on continue le corollaire entre magie et marketing, ça commence à peu près pareil, tiens, j'ai pas fait le rapprochement, mais dans l'univers de la magie, on parle, de magie, mais d'illusion aussi, d'illusionnisme et en marketing, tout ce qu'on veut, c'est pas ça, en fait, c'est justement, être dans la transparence, pas dans Ouais, l'illusion. Alors, bien sûr. voilà, je sais pas, ou peut-être que finalement le client, ou le spectateur accepte d'être trompé par amusement en magie. Enfin, comment est-ce que là, c'est là où s'arrête finalement le parallèle ou non, il y a aussi un corollaire entre les 2? Alors, j'ai envie comment dire, de réexpliquer ce que tu viens de me dire d'une autre façon. Vas-y. Euh, Qu'est-ce que fait un illusionniste? Alors oui, de prime abord, il va te tromper parce qu'il va t'amener dans un univers ou il va t'amener dans quelque chose que tu ne comprendras pas, qui paraît impossible et qui paraît ne pas exister. Mais à la fin d'une expérience de magie,
tu ressens comme quelque chose de positif, d'agréable, qui dit ah mais c'était génial, ah ça me rappelle mon enfance, ah mais comment c'est possible, ah je m'attendais pas du tout à ça. Donc on est à la fin dans une expérience de magie, dans quelque chose qui est positif, agréable, qui t'a transporté, qui a changé ton état émotionnel d'un état peut-être désengagé, neutre, à ah mais finalement bah, je me sens bien. Voilà. Et comment c'est possible? C'est parce qu'un illusionniste, il va penser comme son spectateur pense, donc il va se mettre à la place de l'autre pour dire, bah tiens, il va penser ça, donc je vais lui amener son attention ici, donc je vais lui faire penser ça, donc en plus je vais l'amener sur ce chemin-là, et à la fin, il n'aura pas vu que j'ai fait ça pour créer mon effet de magie. Mais en gros, moi, mon travail en tant que magicien, c'est le même travail qu'un marketeur. C'est-à-dire que je vais créer une expérience qui est subjective, qui est basée sur des perceptions, sur de la symbolique, sur comment mon client pense, comment mon client interprète, comment mon client ressent les choses, et je construis l'expérience autour de ça pour l'amener dans l'émotion que moi, je pense être la meilleure pour lui, qui est ah mais c'est génial ce produit, ce service, cette expérience, je me sens trop bien. Donc un magicien, il ne trompe pas les gens. Oui, on a l'impression qu'il les trompe parce que effectivement, sinon, Il cache la magie, il cache voilà, quelques petites très bien. choses. Mais pour arriver à ça, pour moi, c'est ce que j'explique dans mes conférences, on doit se substituer à l'autre, aux perceptions de l'autre, au ressenti de l'autre, pour comprendre l'autre et l'amener là où moi je l'amener dans la meilleure perception possible de la Ouais, valeur donc que je lui. bonne connaissance client, bonne connaissance des Voilà, comportements, etc. exactement. Je comprends. Donc je suis un architecte des perceptions, comme un marketeur, et pour moi, on fait les mêmes choses. Je me dis, mon client A, il est dans le doute, mon client A, il est dans la peine, il a besoin de quelque chose. Comment je vais orienter ta vision, euh, son interprétation des choses et des faits pour lui montrer que ce que moi je lui apporte, il y a une vraie valeur pour lui ou pour elle. Ok, Et la ok, vente, très c'est clair. pareil. La Alors, vente, c'est pareil. Donc, pour moi, je leur dis toujours, je ne détourne pas l'attention, je dirige l'attention pour amener à un changement d'état émotionnel. Et un marketeur, il fait la même chose. Il doit capter l'attention, il doit diriger l'attention sur des faits et sur des bénéfices, produits, services, pour qu'à la fin, le client se dise oui, moi, je travaille avec vous et je veux acheter votre produit parce que j'ai compris qu'elle allait me faire du bien à moi. Donc, en gros, c'est le même travail. Je me mets à la place de l'autre et je construis en fonction de l'autre. Et après, je délivre de la valeur ajoutée, perçue supplémentaire pour dire si vous bossez avec moi, il y a plus que la concurrence. C'est même pas la peine de réfléchir, signer. En gros, c'est ça. Et l'effet wow, il sert à ça. Il sert à dire voilà, comment dire, l'impact émotionnel est tellement puissant que la décision, elle ne mérite même plus réflexion. C'est viscéral, c'est oui tout de suite. est-ce que on a parlé beaucoup d'émotions, est-ce que tu penses que l'émotion va faire la différence demain à l'heure de l'automatisation, des agents, enfin des agents IA, etc., enfin de tout ce qui est robotisation, automatisation de l'expérience client? Alors, il y a deux sujets. Pour moi, il faut qu'on utilise tous ces produits, et ces services et ces technologies dans le but de se dire quelles émotions elles vont déclencher chez mon client. Et quand je travaille pour des boîtes et que je leur montre comment prompter des IA ou comment prompter des IA dans le cadre de la relation client, même en management, tu as des conflits, tu as des problèmes, prompte une IA pour te dire tiens, regarde, moi je le vois la situation comme ça, mon client la voit comme ça ou mon collaborateur la voit comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que j'aille dans son sens et que je lui fasse comprendre que moi, j'arrive à solutionner son problème sans être en porte-à-faux avec lui ou avec elle. Aujourd'hui, la technologie, pour moi, elle nous permet d'avoir des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Et c'est la chose la plus compliquée pour un être humain. On est un peu prisonnier de nos réalités. Tu vois, ça te fait sourire. On est prisonnier de nos réalités, de nos perceptions des choses et du Je suis monde. Et la assez têtue technologie, aussi, Laurent, moi, des fois. je sais, bien sûr. Mais la technologie, pour moi, elle sert à ça. Elle sert alors, elle sert déjà à fluidifier l'expérience. Elle sert à montrer au client qu'on le connaît, qu'on le considère, parce que voilà, encore une fois, même un chatbot qui est bien connecté, un CRM qui est bien rempli, il va pouvoir parler au client de lui, de ses problèmes et de solutionner la solution rapidement parce que c'est précis. Mais après, la technologie, elle sert aussi à créer plus de liens parce que j'arrive à cartographier le problème ou la condition de l'autre d'une façon plus objective parce que c'est pas moi. J'ai plusieurs scénarios devant moi. Une IA, elle sert à ça aujourd'hui. Une IA, elle n'a pas d'émotion. Une IA, elle peut te dire, ben,
moi, si j'étais vous, il y a 3 façons de voir les choses. Et là, tu dis, ah ouais, putain, je l'avais pas vu comme ça. Et donc, toi, être humain, bah, tu prends la décision avec tes émotions pour faire ressentir de l'émotion à l'autre, grâce à ce que l'IA t'a apporté. Pour moi, l'IA, aujourd'hui, c'est un amplificateur d'empathie. Et j'ai envie de le voir vraiment comme ça. On dit, oui, l'IA va nous remplacer. Non, pas encore, quoi. Justement, l'IA, elle fait pas de choix. L'IA, elle cartographie des choses, elle analyse. Mais après, elle te permet à toi de sortir de ton monde pour voir ce que c'est que le monde de l'autre et faire des choix qui sont plus informés. Donc voilà pourquoi Ouais, j'aime aujourd'hui, bien pour moi, cette notion d'IA comme amplificateur d'empathie. ouais, J'aime mais beaucoup vraiment, hein, cette mais notion. vraiment. Tu sais, c'est fou, hein, justement, encore une fois, euh, on est câblé, entre guillemets, pour assurer notre survie, pour nous assurer un statut, pour, en fait, pour préserver qui nous sommes de façon intégrale. D'accord? Donc, ça veut dire que, moi, je dis aux gens, c'est pas qu'on est égoïste, c'est que on est en mode survie, on est en mode je dois optimiser le système pour continuer à avancer. Donc forcément, ça a une conséquence, c'est que d'abord, quand on cherche à assurer ça, on va pas tout de suite penser à la réalité de l'autre. Et c'est pour ça que l'empathie, c'est une compétence qui se travaille. Ça veut dire, je sors de moi, comment l'autre perçoit, qu'est-ce que je veux que l'autre ressente. Et ça, alors il y a des gens qui l'ont de façon un peu innée, mais moi je leur dis toujours, l'empathie, ça se travaille. Et dans mes conférences, je montre qu'un effet de magie, justement, il est travaillé en fonction de la perception de l'autre, en fonction du modèle du monde de l'autre, en fonction de l'interprétation de l'autre. Et je me dis, bah tiens, la personne, elle va penser quoi, elle va ressentir quoi, qu'est-ce que je veux qu'elle ressente, où est-ce que je veux qu'elle aille avec sa tête, et je construis en fonction. Et c'est une démarche d'empathie, mais c'est de l'empathie cognitive, c'est de l'empathie perceptive. Moi, je dis l'empathie, c'est pas ressentir les émotions néfastes de l'autre ou dire ah oui, je suis triste, donc t'es triste, donc je suis triste. C'est l'empathie, c'est qu'est-ce qui fait que tu penses ce que tu penses et que moi, j'ai pas pensé ça. Et j'ai envie de savoir quel est le cheminement que tu as eu, tu vois, pour arriver à ça. Et la résolution de conflit, elle passe par là. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on s'entend pas, ou il y a un conflit managérial, ou même un conflit parental, ou un conflit de couple. Et je fais toujours ce parallèle-là. Je leur dis les émotions que je vous donne justement et la cartographie que je vous donne de comment être plus en empathie avec l'autre. Euh, c'est pas seulement réservé à l'expérience client, aux collaborateurs et à un meilleur marketing. Et je leur démontre après par A plus B que le triptyque joie, intérêt, surprise, c'est le triptyque de l'amour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout Regarde, cas, du lien, en tout cas, du lien, de du la lien, relation. mais évidemment du lien. Pourquoi? Parce que je ne pas mes écouteurs, tu vois. Merci. Je fais le lien et je dis en fait que tout ce que je raconte, et même si c'est neuroscientifiquement éprouvé, c'est du neuromarketing, on pense que c'est compliqué, mais en fait, non. Regarde, quand tu te sens bien avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ben, avec cette personne, tout va bien, tout est fluide, je me pose pas de questions, je me sens bien avec toi parce que tu m'enlèves de la charge, tu me rends léger. Après, j'aime être avec toi parce que bah, tu me parles de moi, tu as de la considération pour moi, tu t'intéresses à ce qui se passe dans ma vie, tu me poses des questions sur ce qui se passe dans ma vie, tu as envie de savoir qui je suis, comment je fonctionne. Et puis après, si une personne elle est surprenante, qu'elle a des attentions positives, différentes, agréables, innovantes, et qu'elle te fait des cadeaux, des surprises que tu n'attends pas, bah, ton cœur y chavire. Et moi, je leur dis, à un moment donné, voilà, le triptyque joie, intérêt, surprise, c'est le triptyque de l'amour. Et je demande aux gens, ben, qui est en couple aujourd'hui? Je leur dis, est-ce que votre conjoint il vous surprend? Et là, les gens font, oh, putain. Faudrait demander les résultats de la Saint-Valentin. Est-ce que votre conjoint, votre conjointe, il s'intéresse à vous? Est-ce qu'il vous demande des choses sur vous? Est-ce qu'il vous montre qu'il vous connaît de façon intime? Est-ce qu'il vous montre qu'il a des, comment dire, qu'il a compris ou qu'il a retenu des choses sur vous? Et puis après, est-ce que vous êtes quelqu'un de facile à vivre? On retombe sur les mêmes paramètres, tu vois, c'est toujours la même chose, quoi. Donc voilà, Tu sais, Laurent, ça me fait penser à une vidéo, je ne sais pas si tu la connais, mais sinon je t'invite et j'invite également à celles et ceux qui nous écoutent vas-y, à aller vas-y. la voir. Je ne sais pas si c'est peut-être pas la première fois en plus que j'en parle, mais c'est vraiment une évidence cette vidéo. C'est une vidéo de Microsoft qui doit dater d'au moins 10 ans, 15 ans, qui s'appelle Bring the Love Back. Et en fait, C'est cette excellent. vidéo, et en fait, c'est un couple qui est au restaurant. Mais en fait, ce couple, c'est d'un côté la marque et d'un côté le client. Et donc la nana s'énerve en disant, moi j'en ai marre, de toute façon, tu ne parles que de toi, etc. Tu vois, pour montrer, ça évoquait déjà à l'époque ce changement de paradigme où les marques commençaient à s'intéresser, etc. Mais moi, tu sais, ça fait plus de 10 ans que je travaille également dans le marketing relationnel, le lien, et beaucoup de corollaires justement entre ce lien marque-client, mais aussi nos relations en général, quels sont les bons ingrédients du lien. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment l'effet wow au service pour nourrir le lien finalement, Laurent. Ouais, totalement, totalement.
Et tu vois, ce triptyque, j'utilise aussi en coaching managérial, j'utilise aussi pour savoir justement, dans un style de management, est-ce que le style de management, il est frictionnel? Est-ce qu'un manager, il est simple à suivre? Est-ce qu'il facilite la vie de ses équipes parce qu'il a compris comment fonctionnent les gens? Le rôle d'un manager, c'est de faire monter les gens en compétences. C'est de dire, tiens, voilà, j'arrive, il y a des gens qui sont dans mon équipe, ils percutent pas aussi vite que moi, ils percutent pas comme moi. Comment je vais leur expliquer ce que moi j'attends de façon simple, délibérée et y aller plusieurs fois pour qu'à la fin, moi, quand je donne des ordres et que je délègue, je sais que ça va bien exécuter parce que j'aurai expliqué la façon dont je fonctionne et comment j'attends que eux ils fonctionnent. Est-ce que je leur simplifie la vie? Est-ce que je leur montre comment il faut faire? Est-ce que je suis dans une démarche justement de compréhension et de réduire la charge cognitive de l'autre? Après, un manager, sans être trop dans le larmoyant ou dans je suis ton psy, est-ce qu'il s'intéresse à ses équipes? Là, je suis sur la deuxième émotion, tu vois. Est-ce que je donne un statut aux gens? Moi, je leur dis, c'est pas la peine de faire des formations de 3 jours et demi en management pour dire on va vraiment vous expliquer le leadership. Oui, c'est très bien de faire ça. La première chose à faire, que moi, si je retiens ce que j'ai à retenir de mes cours de MBA en RH et des formations que j'ai fait après en management et en intelligence émotionnelle, il y a un truc très simple. Moi, je leur dis tout le temps, choper les gens en train de bien faire les choses. Tu vois? Ouais, c'est une occasion de valoriser, de féliciter, Voilà. de créer du positif. Exactement. Je donne un statut. C'est pas juste une fois par an dans l'entretien d'évaluation où il y a plein d'autres choses, mais c'est quand quelqu'un fait bien, tu lui dis, ça lui donne un statut, ça montre qu'il l'a bien fait, tu lui dis pourquoi tu le félicites pour lui montrer que tu as compris ce qu'il a fait, et tu renforces un comportement qui vient de toi, manager, ben, je t'ai montré comment faire les choses, tu as compris, tu as appliqué, je te donne un statut, je te félicite. Et je te donne la raison pour laquelle Donc, je te félicite. ça, je ferais le parallèle avec le côté parental aussi, hein, tu vois, on est Exactement. souvent C'est la dans même des chose. sanctions. C'est la Ouais. même chose. C'est la même chose. Et moi, je leur dis, c'est pareil. Si vous avez des enfants, quand vous leur apprenez à marcher, vous attendez au bout de 9 mois qu'ils marchent, ou alors, dès que ça se casse la gueule et que ça se redresse, est-ce que vous félicitez? Bah oui, vous félicitez. Et c'est comme ça qu'on apprend aux gens à marcher, enfin aux enfants à marcher. Et moi, je dis aux équipes de managers, quand vous avez des gens qui rentrent dans vos équipes, tout le monde doit apprendre à marcher et c'est vous qui apprenez la marche. Et donc, quand ça se casse la gueule, c'est à vous d'expliquer pourquoi c'est tombé, d'expliquer pourquoi ça va pas, et de féliciter en disant, bah tiens, tu vois, tu t'es pété la gueule, hein, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as appris, et maintenant, mais oui, c'est la même chose, tu vois. On se rend compte Bravo. que tout le monde a marché, mais c'est la même chose. Et c'est simple. C'est simple. Pas besoin de, voilà, choper les gens en train de bien faire les choses. Et la dernière chose, c'est votre style de management. Est-ce qu'il est surprenant? Est-ce que vous sortez un petit peu de vos gonds? Est-ce que vous faites rire? Est-ce que vous avez un petit peu d'originalité? Une petite touche en plus, une fois que j'ai simplifié la vie de mes équipes et que je leur montre que j'ai de la considération pour eux, est-ce que je fais quelque chose qui fait qu'ils vont être surpris? Et tu vois, j'amène la cerise sur le gâteau, mais après. Et là, Après. quand tu as la surprise qui arrive à ce moment-là, et moi je leur dis toujours, je leur dis, si vous avez des managers dont vous vous souvenez, des directeurs dont vous vous souvenez, souvenez-vous, ces gens-là, ils avaient ces 3 trucs-là, quoi. Ils vous ont facilité la vie, ils ont expliqué comment faire les choses, ils vous ont fait confiance, ils ont délégué. Quand ça n'allait pas, ils vous ont dit pourquoi. Quand ça allait, ils vous ont félicité. Et en plus, il y avait une petite touche d'originalité qui faisait que vous en souvenez Mm. à la fin. Voilà. Ouais, On mais retombe, un on grand, retombe sur le triptyque. Voilà. un Et grand ce merci, triptyque-là, Laurent. encore une fois, tu vois, pour moi, il est scientifiquement éprouvé, recoupé par plusieurs études. Et quand tu commences à l'appliquer de façon extrêmement simple dans toutes tes relations et le transmettre à tes équipes, bah forcément, si tu le transmets à tes équipes et en l'incarnant toi, bah les gens le feront avec leurs clients en bout de chaîne. L'expérience client, c'est une chaîne vertueuse. C'est pas juste je veux que les clients qui sont au contact ou que les IA soient bien paramétrés pour faire mouche, mais à la fin, c'est est-ce que je mets ces 3 émotions-là de façon plus systématique dans tout ce que je fais? C'est l'objet de mon Bon, livre. bah, on terminera là-dessus, hein, Laurent, sur cette question-là. On invitera nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, à se demander si striptease, joie, intérêt, surprise Ouais. est mis dans chacun de leurs actions pro, personnelles. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles, un commentaire, à vous abonner également à la chaîne YouTube. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Laurent, il me semble que tu as un site dédié, laurentberetta.com. Exact. En Oui. savoir plus sur tes conférences, peut-être du coaching, etc. Et puis, vous procurez le livre dans toutes les bonnes librairies, je pense. Alors chez Duno derrière, parce que voilà, le vend sur son site. Après, bon, bien sûr, il y a la Fnac, Amazon, voilà, toutes les grandes chaînes de distribution de livres de management et de business sont approvisionnées. Un grand merci à vous et un Merci à grand toi. merci, Laurent.